À l'aube du 2 juillet 1944, le jour se lève sur l'île de Céram, dans les Indes néerlandaises. Dans un ciel déjà hostile, le colonel Charles MacDonald guide sa formation de P-38 Lightning. Les aiguilles des jauges de carburant glissent lentement vers la zone critique. À son aile vole un civil de 42 ans, Charles Lindbergh. Officiellement, il n'est que observateur. En réalité, tout le monde sait qu'il participe aux missions de combat depuis des semaines. À 9h47 précise, la radio crépite. 7 chasseurs japonais surgissent des nuages. En contrebas, un bombardier Ki-51, Sonia, tente de s'échapper au ras de la mer, là où ses escortes zéro devraient en disposer d'un avantage décisif. Selon la doctrine en vigueur, les chasseurs américains n'ont rien à gagner dans ces conditions. Trop lourds, trop gourmands, incapables de rivaliser avec l'agilité japonaise à basse altitude. Il faudrait rompre le contact. Mais ce jour-là, quelque chose ne colle pas. Quelque chose qui, en théorie, ne devrait même pas être possible. Lindbergh incline brutalement son appareil, pousse les manettes et accélère. Au niveau de la mer, là où le P-38 est censé être à bout de souffle, son Lightning répond comme s'il avait changé de nature. Le pilote du Sonia jette un coup d'œil en arrière, ses yeux s'écarquillent. L'avion américain ne devrait pas aller aussi vite. Pas ici, pas après avoir déjà consommé tant de carburant pour atteindre cette zone de combat. La passe frontale ne dure que 3 secondes. Les balles de calibre 150 frappent juste. L'appareil du capitaine Saburo Shimada se disloque et disparaît dans la canopée de la jungle. Ce que le pilote japonais ignorait, ce que même les ingénieurs d'Allison jugeaient irréalisable, c'est que Lindbergh faisait fonctionner ses moteurs d'une manière qui violait chaque manuel technique de la Fifth Air Force. Une méthode officiellement inexistante, si controversée que 5 semaines plus tôt, des mécaniciens avaient menacé d'immobiliser tout pilote qui tenterait de l'appliquer. Et pourtant, l'impensable survient. Lindbergh a encore assez de carburant pour rentrer. Bien plus qu'assez. Ces chiffres de consommation ne se contentent pas de contourner les règles. Ils les pulvérisent. Là où, à cette distance, les pilotes de P-38 finissaient habituellement par amérir ou par se traîner jusqu'à la base sur des vapeurs, lui se pose avec des réserves qui, sur le papier, ne devraient ne pas exister. La clé ? Une combinaison jugée suicidaire par tous les experts, régime moteur abaissé à 1600 tours par minute, pression d'admission portée à 30 pouces de mercure, mélange réglé en auto pauvre. Selon les spécialistes, ce cocktail devait détruire les moteurs en quelques heures. Voici donc l'histoire d'un civil sans diplôme d'ingénieur qui a bousculé les certitudes de la guerre aérienne, étendu le rayon d'action du P-38 de près de 300 km et contribué à infléchir le cours de la campagne du Pacifique, tout en s'entendant répéter que ce qu'il faisait était impossible. En juin 1944, la guerre du Pacifique atteint un point de bascule. Les forces américaines progressent vers les Philippines, mais un obstacle invisible décime les pilotes et fait échouer les opérations, la portée. Le Lockheed P-38 Lightning, chasseur bimoteur emblématique du théâtre Pacifique, souffre d'une faiblesse majeure. Ses moteurs Allison BK 710, développant chacun 1475 chevaux, sont de remarquables prouesses mécaniques et des gouffres tolérables à carburant. Au réglage séquence standard, entre 2200 et 2400 tratromis avec un mélange riche automatique, le rayon de combat plafonne autour de 570 miles. Les chiffres sont sans pitié, des bases de Nouvelle-Guinée aux objectifs philippins, il y a 800 miles à l'aller. La mission est mathématiquement irréalisable. Le général George Kenney, commandant de la Fifth Air Force, voit ses pilotes revenir de missions prolongées sur la réserve quand ils reviennent. En mai 1944, le Pacifique engloutit à lui seul 17 P-38, non pas abattus par l'ennemi, mais vidés de leur carburant. Certains pilotes amérissent à vue de leur navire. Leurs avions deviennent des carcasses hors de prix, perdus pour quelques dizaines de miles manquants. Chez Allison, les ingénieurs ont tout tenté. Vitesse de croisière optimisée, réglage de mélange affiné, manuel technique détaillant chaque paramètre pour un fonctionnement idéal. Leur doctrine est claire, régime élevé et mélange riche afin de refroidir correctement les cylindres et d'éviter toute détonation. Ce ne sont pas des conseils, mais des prescriptions issues de milliers d'heures d'essais. Le lieutenant-colonel Charles MacDonald, 29 ans, commandant du 470e groupe de chasse, les Satan's Angels, connaît ces chiffres par cœur. Son unité affiche le meilleur ratio de victoire du théâtre, 12 appareils japonais détruits pour chaque P-38 perdu. Mais la géographie les étrangle. Chaque mission devient un pari calculé sur la jauge de carburant.
La crise éclate le 15 juin 1944. Une reconnaissance au-dessus de Saipan révèle une importante zone de regroupement japonaise. L'objectif est crucial, est situé à 650 miles de la base américaine la plus proche. McDonald refait ses calculs encore et encore, espérant une erreur. Il n'y en a pas. Ces P-38 peuvent atteindre la cible avec des réservoirs largables, mais le retour condamnerait la moitié de l'escadron à l'océan. Il annule la mission. La base ennemie reste intacte et, dans les 2 semaines suivantes, ces avions contribuent à des attaques qui coûtent la vie à 43 marins américains. McDonald voit les rapports de pertes s'empiler, conscient que ces chasseurs auraient pu empêcher ces morts. Les limites techniques ne sont plus une abstraction, elles se comptent désormais en corps. Pendant ce temps, chez Allison, les ingénieurs restent sur d'eux. Toutes les configurations imaginables ont été testées, l'enveloppe de performance cartographiée dans ses moindres détails. Le V710 fonctionne selon eux à son rendement maximal durable. Toute tentative de descendre sous les 2000 tours par minute, tout en conservant une forte pression d'admission, ce que les ingénieurs appellent un fonctionnement oversquare, entraînerait des contraintes excessives sur les cylindres, un refroidissement insuffisant et, à terme, une rupture moteur catastrophique. Les manuels sont sans ambiguïté. Ne pas opérer en continu sous 2000 trémines avec une pression supérieure à 26 pouces, sauf lors de l'approche à l'atterrissage. Ce n'est pas une recommandation prudente, c'est, selon eux, une réalité métallurgique. Le V710 a des limites physiques, et ces limites ne se négocient pas. Les dépasser, ce n'est pas seulement risquer un moteur, c'est mettre la vie du pilote en jeu. À la mi-juin, le verdict est unanime. Le commandement du transport aérien a exploré toutes les pistes. Les ingénieurs de Lockheed ont passé en revue les contraintes de la cellule. Les représentants techniques d'Allison ont revérifié leurs calculs. Conclusion, le rayon d'action du P-38 ne peut pas être étendu de manière significative sans sacrifier la fiabilité des moteurs. Le 460e groupe de chasse, unité d'élite des Lightning avec 552 victoires confirmées, opère déjà aux frontières de ce que la physique autorise. C'est alors que, le 26 juin 1944, Charles Lindbergh entre dans la tente des opérations et affirme que tout ce qu'il croit ne savoir est faux. Charles Augustus Lindbergh ne devrait même pas se trouver là. À 42 ans, il est officiellement un consultant civil pour la United Aircraft Corporation, chargé d'observer les opérations et de fournir un retour d'expérience sur le F-4U Corsair. Il n'a ni grade militaire, ni diplôme d'ingénieur, ni autorité formelle pour modifier des procédures aéronautiques. En revanche, il possède une obsession, l'économie de carburant. Une obsession qui remonte à 1927. 17 ans plus tôt, il a traversé l'Atlantique à bord du Spirit of St. Louis, un vol que beaucoup jugeaient irréalisable. La clé n'était pas seulement le courage, mais le calcul. Là où d'autres pilotes ne pensaient qu'en termes de vitesse et de puissance, Lindbergh passa des mois à déterminer les réglages optimaux de son moteur Bjno Wright Whirlwind. Il découvrit que la sagesse admise était erronée. Réduire le régime tout en maintenant la pression d'admission améliorait l'efficacité sans détruire le moteur. Résultat, 3600 miles parcourus avec 450 gallons et un atterrissage à Paris avec du carburant en réserve. Assis maintenant dans la tente des opérations de l'aérodrome de Mockmer, sur l'île de Biak, Lindbergh écoute McDonald exposer la crise du carburant. Le jeune colonel étale des cartes de navigation sur la table, pointant des objectifs qui pourraient tout aussi bien se trouver sur la Lune. On ne peut pas les atteindre, dit-il sans détour. Les chiffres ne tiennent pas. Lindbergh observe les cartes, les taux de consommation, les spécifications du moteur Allison. « Et si les chiffres étaient faux ?» demande-t-il. McDonald cligne des yeux. « Nos moteurs tournent à haut régime avec un mélange riche. C'est ce qu'Allison recommande pour le combat. Mais la plupart du temps, nous ne sommes pas en combat. Nous sommes en croisière. » Et s'il existait un réglage de croisière plus efficient, McDonald lui explique calmement que ce calcul a déjà été fait. Les réglages sont le fruit d'essais approfondis. Descendre sous 2000 T/min entraîne un refroidissement insuffisant. Les moteurs finiront par gripper. Lindbergh demande alors à voir un P-38. Ce qui se passe durant l'heure suivante entre dans la légende. Lindbergh ne se contente pas d'examiner le Lightning. Il l'interroge. Il grimpe dans le cockpit, étudie les cadrans moteurs, suit les conduites de carburant du bout des doigts. Il questionne les mécaniciens sur les commandes de mélange, les régulateurs d'hélices,
les températures de culasse. Il veut comprendre comment le V-1710 fonctionne réellement en vol, pas comment les manuels affirment qu'il devrait fonctionner. Les mécaniciens observent ce civil, d'âge mûr, s'affairer autour de l'avion et échangent des regards perplexes. C'est qui, ce type ? J'ai traversé l'Atlantique à 1650 tours par minute, lâche finalement Lindbergh. Les principes moteurs sont similaires. Tout est une question de pression d'admission et de mélange pauvre. Vous volez riche parce qu'Allison craint la détonation, mais avec un réglage précis, on peut appauvrir sans surchauffer les cylindres. McDonald secoue la tête. Monsieur Lindbergh, avec tout le respect que je vous dois, le Wright Whirlwind et le V1710 sont deux moteurs très différents. Ce qui a marché en 1927 ne... Laissez-moi vous le prouver, l'interrompt Lindbergh. Un seul vol d'essai. Je vous montre la méthode. Au moindre signe de détresse moteur, je fais demi-tour immédiatement. McDonald réfléchit. Il pense aux missions annulées, aux cibles hors de portée, aux marins qui meurent parce que ces chasseurs manquent moins de 50 miles d'autonomie. Un vol, finit-il par accepter. Mais si les moteurs commencent à chauffer, vous rentrez sans discuter. Lindbergh sourit. Marché conclu. Ce que McDonald ignore, c'est que Lindbergh a déjà commencé à tester sa théorie lors de vols précédents, et que les résultats dépassent tout ce qu'il aurait osé annoncer. Le 30 juin 1944, Lindbergh grimpe à bord d'un P-38J Lightning, numéro de série 44-2314, l'un des appareils personnels de McDonald. La visite pré-vol se déroule comme toujours, gouverne, carburant, armement. Rien d'inhabituel. Ce qui suit, en revanche, Tara et Lexon, Isorper sort de tous les cadres. Lindbergh met les moteurs en route et attend qu'ils atteignent leur température de fonctionnement. Puis, en roulant vers la piste, il fait quelque chose qui fait écarquiller les yeux du chef mécanicien. Il règle les hélices à 1600 tours par minute. Selon chaque manuel technique, chaque protocole d'instruction, chaque directive officielle, c'est précisément à cet instant que tout devrait commencer à mal tourner. Les moteurs Allison V1710 ont des limites de régime continu pour une raison précise. En dessous de 2000 T-Kretrmin, le rapport entre l'hélice et le vilebrequin ne garantit plus un flux d'air suffisant sur les cylindres. Le refroidissement se dégrade. Des points chauds apparaissent. Le risque de détonation augmente. Mais Lindbergh ne s'arrête pas là. Il pousse les manettes de gaz portant la pression d'admission à 30 pouces de mercure. C'est exactement la configuration oversquare qu'Allison interdit formellement. Une pression plus élevée que le régime moteur exprimé en centaines de tours. Une inversion des valeurs normales qui, en théorie, crée des pressions internes dépassant les seuils de sécurité. Puis, il appauvrit le mélange, passant en auto-pauvre au lieu du riche automatique. Sur le papier, il vient de réunir toutes les conditions d'une casse moteur spectaculaire. Forte pression dans les cylindres, refroidissement réduit, mélange pauvre censé faire grimper brutalement les températures. Les ingénieurs d'Allison en auraient été horrifiés. Le chef mécanicien le racontera plus tard. Je m'attendais à entendre les moteurs cogner immédiatement. Toute la ligne de vol retenait son souffle. Mais rien ne se produit. Le P-38 de Lindbergh quitte le sol sans heurts et s'élève calmement dans le ciel du matin. Pendant 4 heures, Lindbergh effectue un programme d'essai méthodique. Il surveille obsessionnellement les températures de culasse. Il contrôle la pression d'huile, le débit de carburant, la pression d'admission. Il consigne chaque donnée sur son calepin de genou. Les moteurs tournent comme des horloges. Les températures restent parfaitement dans la norme. La consommation de carburant, elle, s'effondre. À l'atterrissage, les jauges racontent une histoire impossible. Avec des réglages de croisière standard, ce profil de vol aurait dû consommer environ 235 gallons par heure au total. La consommation réelle de Lindbergh est de 175 gallons, une réduction de 25%. McDonald examine les carnets de vol persuadé qu'une erreur s'y est glissée. Il n'y en a pas. Il ordonne une inspection complète des moteurs. Les mécaniciens ne trouvent rien. Les bougies sont propres. Aucun point chaud sur les cylindres. L'huile est impeccable. C'est illégal, lâche le responsable maintenance en pointant le manuel Allison ouvert sur l'établi. Page 47, paragraphe 3. Le fonctionnement continu sous 2000 T-Kretrmin est interdit. Il est écrit « interdit », pas déconseillé. Les moteurs ont-ils lâché ? Demande Lindbergh calmement. Ce n'est pas la question, commence le mécanicien. La question, l'interrompt McDonald, c'est que nous venons de gagner 180 miles de rayon de combat. Vous vous rendez compte de ce que ça signifie ?
La pièce devient silencieuse. MacDonald fait les calculs à voix haute. Avec cette méthode, nous pouvons atteindre des cibles à 750 miles. Les célèbres sont à portée. Halmahera. La moitié des Philippines. Bon sang. Colonel, insiste le responsable maintenance, presque paniqué. Si Allison apprend que nous faisons fonctionner leur moteur de cette façon, ils cloueront au sol tous les P-38 du théâtre. Ça va à l'encontre de tout ce qu'ils enseignent. Alors Allison ne l'apprendra pas, tranche MacDonald. Pas tout de suite. Pas avant que nous ayons prouvé que ça fonctionne en conditions de combat. Il marque une pause. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le combat le plus difficile n'est pas contre les Japonais. C'est contre notre propre état-major. Le 2 juillet 1944, la rumeur de la technique illégale de Lindbergh atteint le quartier général de la 5th Air Force. La réaction est immédiate et explosive. Le colonel Earl Barnes, chef de la maintenance de la 5th Air Force, débarque à l'aérodrome de Mockmere, accompagné d'une délégation d'officiers ingénieurs et du représentant principal d'Allison sur le terrain, Robert Patterson. Ils arrivent avec des mallettes pleines de spécifications techniques, de données d'essais et d'analyses métallurgiques. Ils ne sont pas venus pour admirer. La réunion se tient dans la salle de briefing des opérations. MacDonald expose son dossier, 4 vols d'essai concluants, des économies de carburant spectaculaires, aucun signe de stress moteur, une augmentation du rayon d'action sans précédent. Il étale les journaux de vol sur la table, montrant la réduction constante de 25% de la consommation. Patterson écoute de plus en plus livide. « Messieurs, dit-il lorsque MacDonald termine, ce que vous décrivez viole les principes fondamentaux du fonctionnement des moteurs. Le V710 est conçu pour opérer dans des paramètres précis. Ces paramètres existent parce que les lois de la physique existent. » Assis tranquillement dans un coin, Lindbergh prend alors la parole. « Monsieur Patterson, j'ai lu vos manuels techniques. Ce sont d'excellents documents, poursuit Lindbergh. Mais ils reposent sur des hypothèses liées au combat. Forte puissance, mélange riche, performance maximale. Ici, nous parlons de croisière, pas de combat. Le moteur, lui, ne fait pas la différence. Patterson explose. Un faible régime associé à une forte pression d'admission crée des contraintes excessives dans les cylindres. Quelle que soit la situation tactique, vous risquez la détonation, la rupture des pistons. Sauf que nous n'observons rien de tout cela, coupe MacDonald. Nous avons déjà effectué 16 missions avec la méthode de M. Lindbergh. 16. Les températures sont surveillées en permanence. Les moteurs tournent plus froid qu'avec les réglages standards, pas plus chaud. C'est impossible. C'est mesurable, répond Lindbergh d'une voix posée. Il sort alors un graphique comparant les températures de culasse. Le mélange pauvre améliore en réalité le rendement thermique. Moins de carburant en excès, c'est moins de charge de refroidissement par évaporation. Les cylindres fonctionnent à leur température optimale, pas à leur température maximale. La salle s'embrase. Barnes accuse Lindbergh de sélectionner ces données. Patterson affirme que l'échec catastrophique est inévitable, une simple question de temps. Un autre officier ingénieur rappelle que le programme d'essai d'Allison repose sur des milliers d'heures de tests au banc ayant défini des limites sûres. Faut-il vraiment balayer tout cela parce qu'un civil a effectué quelques vols d'essai ? Messieurs, la voix du général Andys Whitehead tranche la discussion comme une lame. Le commandant adjoint de la 5th Air Force était resté silencieux jusque-là, observant. Permettez-moi une question simple. Si nous adoptons cette méthode à l'échelle de toute la flotte, quel est le pire scénario ? Patterson répond sans hésiter. Des défaillances moteurs généralisées, mon général, potentiellement catastrophiques. Et si nous ne l'adoptons pas ? Un silence pesant s'installe. Whitehead ouvre un dossier. Au cours des 6 dernières semaines, nous avons perdu 23 pilotes par épuisement du carburant. Pas au combat. Ils ont respecté vos procédures, monsieur Patterson, ils ont fait les calculs, accompli la mission, et ne sont jamais rentrés. 23 pilotes morts parce qu'ils ne pouvaient pas atteindre des objectifs situés au-delà du rayon d'action officiellement approuvé du P-38. Patterson se tortille sur sa chaise. « Monsieur Lindbergh, reprend Whitehead, vous affirmez pouvoir augmenter le rayon de combat de 180 miles sans endommager les moteurs. Je l'ai déjà fait, mon général, 16 fois. C'est espéçante Et si vous vous trompez, si les moteurs commencent à céder ? Les pilotes verront immédiatement les anomalies de température en croisière et pourront revenir au réglage standard. La méthode échoue sans danger. Il suffit de repasser à
à haut régime et mélange riche. Il marque une pause. Mais je ne me trompe pas, la physique est de notre côté. Whitehead se tourne vers MacDonald. Colonel, évaluation honnête. Faites-vous confiance à cette méthode ? MacDonald n'hésite pas une seconde. Mon général, je l'ai utilisée moi-même à 3 reprises. L'ensemble de mon groupe est passé à ces réglages. Nous atteignons des cibles qui nous étaient interdites et nous rentrons avec du carburant en réserve au lieu de prier. Oui, je lui fais confiance. La salle retient son souffle. Monsieur Patterson, conclut Whitehead, je comprends les inquiétudes d'Allison. Mais nous menons une guerre, pas un colloque scientifique. Le groupe du colonel MacDonald continuera d'appliquer la méthode de Monsieur Lindbergh. Si Enmei Tawa Amenei, et seulement si nous constatons des signes de fatigue moteur, nous réévaluerons. D'ici là, je veux que ces procédures soient documentées et diffusées à toutes les escadrilles de P-38 du théâtre. Patterson se lève brusquement. Mon général, je proteste avec la plus grande fermeté. Protestation enregistrée et rejetée. Vous êtes congédié. Alors que les représentants d'Allison quittent la salle, Whitehead retient Lindbergh un instant. Vous avez intérêt à avoir raison. Lindbergh acquiesce. Je le suis, mon général, mais il n'y a qu'un seul moyen de le prouver à tout le monde. Lequel ? Le combat. 28 juillet 1944. Le briefing est simple. Mission de reconnaissance armée au-dessus de l'île de Seram, à 640 miles de l'aérodrome de Mockmer. 3 semaines plus tôt, c'était impensable. Aujourd'hui, c'est devenu presque banal. 20 P-38 Lightning du 465e groupe de chasse dévalent la piste par paire dans un grondement sourd. Lindbergh vole en ailier du colonel MacDonald. Désormais, tous les pilotes utilisent la méthode Lindbergh. 1600 TRM-IN, 30 pouces de pression d'admission, mélange auto-pauvre. Un slogan circule officieusement « Vole comme Lindy, rentre avec du carburant ». La formation croise à 170 miles à l'heure, plus lentement que ce que recommande la doctrine, mais avec une efficacité sans précédent. Les jauges de carburant descendent à un rythme qui aurait paru irréel un mois plus tôt. Au bout de 2 heures de vol, là où, autrefois, les pilotes calculaient fébrilement leurs réserves, les P-38 ont encore de la marge. À 9h47, au-dessus de la jungle dense au nord-ouest d'Amahai, MacDonald les repère. 7 appareils japonais. Un bombardier Ki-51 Sonia escorté par 6 chasseurs A6M-0. La formation ennemie évolue à 8000 pieds. En piqué vers la côte, les appareils japonais ignorent que les chasseurs américains les surplombent à 12 000 pieds, idéalement placés pour une attaque surprise. MacDonald presse le bouton radio. Satan lead à toutes les patrouilles. Tally haut. 7 bandits, cap 270, Ange 8. Les P-38 se renversent et plongent. Les pilotes japonais réagissent aussitôt. Mais quelque chose cloche. À cette distance, les chasseurs américains devraient déjà être à court de carburant. Les briefings de renseignement ont toujours été clairs. Les P-38 opérant aussi loin de leur base sont vulnérables, contraints d'économiser chaque goutte pour espérer rentrer. Des proies faciles. Sauf que le Lightning de MacDonald hurle en descente à plus de 400 miles à l'heure. Il a de l'énergie à revendre, littéralement. Le viseur se cale sur un 0. 3 secondes de tir continu, l'aile se détache. L'avion part en vrille et disparaît. « Splash one », annonce MacDonald d'une voix calme. Le pilote du Sonia, le capitaine Saburo Shimada, vire brutalement à gauche et plonge vers le niveau de la mer. Là-bas, il le sait, les lourds chasseurs américains peinent à suivre. Le Mitsubishi A6M-0 règne depuis toujours à basse altitude. Cellule légère, Mamedachi As des luminosités avec maniabilité exceptionnelle, moteur Nakajima Sakae optimisé pour le vol rasant. Tout joue en faveur des Japonais dans un combat tournoyant près de la surface. Shimada a survécu à 47 missions de combat grâce à cette tactique précise. Descendre, ralentir, forcer l'Américain à tourner jusqu'à ce que l'agilité du 0 fasse la différence. Il pique violemment. Les forces G l'écrasent contre son siège. La jungle remonte à une vitesse vertigineuse. Il se stabilise à 500 pieds. L'air est épais, turbulent. Puis il le voit. Derrière lui, la silhouette inimitable à double poutre d'un P-38 plonge à sa suite. Cela devrait être du suicide pour le pilote américain. Le Lightning est notoirement mauvais en virage prolongé à basse altitude. Trop lourd. Charge à l'air trop élevée, lent à réagir. Shimada sourit derrière son masque à oxygène. Il va casser la trajectoire d'un coup sec. Le P-38 ne pourra pas suivre. Il aura alors un tir en déflexion parfait.
Mais lorsque le Lightning de Lindbergh se stabilise à 500 pieds, quelque chose d'inattendu se produit. L'avion américain accélère. Au niveau de la mer, là où les Héros dominent traditionnellement, le P-38 tient leur vitesse, puis la dépasse. Les yeux de Shimada s'écarquillent. Ce n'est pas possible. La vitesse maximale d'un Zéro au ras de l'eau est d'environ 282 miles à l'heure. Le P-38J Lightning peut atteindre 340 ml/mph à ce niveau, mais uniquement en puissance d'urgence en brûlant le carburant à un rythme suicidaire. En fin de mission longue distance, en configuration de croisière, un chasseur américain ne devrait jamais disposer d'une telle performance. Sauf que Lindbergh n'est plus en croisière. Il pousse les manettes à fond. La pression d'admission grimpe à 46 pouces. Puissance de guerre. Grâce au carburant économisé durant toute la traversée, il peut se permettre un combat que les procédures classiques du P-38 interdisaient. La distance se referme en quelques secondes. Shimada tente malgré tout un virage désespéré. Son Zéro répond magnifiquement, basculant sur l'aile, inversant la trajectoire avec une élégance mortelle. Mais Lindbergh ne s'acharne pas dans le virage. Il effectue une passe tranchante à grande vitesse. Les mitrailleuses de calibre .50 et le canon de 20 mm convergent sur le Sonia. Le bombardier chancelle. Une traînée de fumée s'échappe du moteur. « Je suis touché », transmet Shimada à ses escorteurs. 2 Zéros plongent pour lui porter secours. Ils se heurtent au même cauchemar. Les P-38 ont du carburant. Ils ont de la vitesse. Ils ont l'altitude. Tout, dans cet engagement, favorise les Américains, alors que, selon toutes les règles, cela devrait être l'inverse. 3 bandits à 4 heures, haut, annonce le sous-lieutenant Mel Smith, ailier arrière de Lindbergh. Lindbergh jette un coup d'œil à sa jauge. Assez de carburant pour 10 minutes supplémentaires de combat. Le mois précédent, à ce stade, il aurait déjà calculé un plané d'urgence vers le porte-avions le plus proche. Aujourd'hui, il repart à l'attaque. Le combat dure 8 minutes. Quand il s'achève, le ciel au-dessus de ses rames est jonché de débris, pas d'avion. Le Sonia de Shimada s'est écrasé dans la jungle, 3 Zéros ont été abattus. Les 3 autres prennent la fuite vers Amon, leurs pilotes rapportant à leurs officiers de renseignement que les P-38 américains semblaient disposer d'un carburant illimité et de performances impossibles. McDonald regroupe son escadron. Contrôle carburant, toutes les patrouilles. Les réponses arrivent l'une après l'autre. Chaque P-38 dispose de réserves suffisantes pour le retour. Certains pourraient encore tenir 1 heure de combat supplémentaire. Des chiffres qui ne devraient pas exister. La formation met cap au nord-est vers la base. Les appareils reprenant la configuration devenue familière, 1600 main 30 pouces de pression, mélange auto-pauvre. Les moteurs ronronnent, les températures restent nominales, la consommation est idéale. Sous eux s'étendent 640 miles d'océan hostile, un cimetière pour tant de pilotes américains. Aujourd'hui, il ne prendra personne. 4 heures et 20 minutes après le décollage, les P-38 se posent à Mockmer. Les équipes au sol comptent les avions. 20 appareils ont décollé, 20 sont revenus. 0 perte par panne sèche. Aucun atterrissage d'urgence. Aucun moteur montrant le moindre signe de stress malgré des procédures officiellement interdites. Ce soir-là, les équipes de maintenance démontent et inspectent les moteurs de Lindbergh. Après 12 missions de combat, totalisant 67 heures de vol avec sa méthode, les moteurs Allison V-110 montrent un état surprenant. Moins d'usure que ceux exploités selon les procédures standards sur une durée équivalente. Les bougies sont plus propres. La compression des cylindres est meilleure. Les analyses d'huile révèlent une teneur en métal nettement inférieure. Robert Patterson, représentant d'Allison sur le terrain, examine les chiffres dans un silence stupéfait. Puis enfin, il lâche. « Messieurs, il faut que j'appelle Indianapolis. » Le 15 août 1944, la méthode de Lindbergh est officiellement intégrée aux opérations du P-38 dans tout le théâtre du Pacifique. Son nom administratif est austère, procédure de croisière à rayon étendu. Mais pour les pilotes, il n'y a qu'une expression. Voler à la Lindy. Les effets sont immédiats et mesurables. Le rayon de combat du P-38 passe de 570 à 750 miles. Des missions autrefois irréalisables deviennent routinières. Des objectifs jusque-là hors d'atteinte se retrouvent exposés. Les pertes par panne sèche chutent de 23 pilotes par mois à moins de 3. Et les rapports de victoire basculent. Les escadrilles de P-38 américaines
Désormais capable de pénétrer profondément en territoire japonais avec du carburant pour combattre, commencent à démanteler systématiquement la puissance aérienne ennemie. À lui seul, le 475e groupe de chasse abat 197 appareils japonais entre juillet et novembre 1944 contre 94 durant les 4 mois précédents. Côté japonais, les pilotes rapportent à leurs états-majors que les chasseurs américains semblent dotés de moteurs nouveaux, que les P-38 affrontés en août affichent une énergie et une agressivité impensables, quelques semaines plus tôt. Les officiers du renseignement peinent à comprendre comment des avions américains apparaissent au-dessus de cibles situées bien au-delà de leur portée supposée. Jamais ils n'imaginent que la réponse tient à quelque chose d'aussi simple. Un homme qui a osé remettre en cause ce que tous tenaient pour acquis. L'histoire de ce civil qui a réécrit les règles de la guerre aérienne touche à sa fin. Mais sa conclusion réserve encore une surprise. 15 mois plus tard, la guerre s'achève. Les chiffres définitifs racontent une histoire remarquable. En septembre 1945, la méthode Lindbergh est adoptée par toutes les unités de P-38, aussi bien dans le Pacifique qu'en Europe. Plus de 8000 pilotes sont formés aux procédures de croisière à longue portée. Cette approche contribue directement à la destruction de 1430 appareils ennemis supplémentaires, des cibles atteintes uniquement grâce à l'extension du rayon d'action. Les pertes liées à l'épuisement du carburant chutent de 67% sur l'ensemble de la flotte de P-38. On estime qu'environ 234 pilotes américains ont survécu à la guerre, alors qu'ils seraient morts dans des accidents liés au carburant si les procédures conventionnelles avaient été maintenues. En octobre 1944, l'Allison Engine Company révise discrètement ses manuels techniques. La plage de fonctionnement autrefois interdite devient le réglage de croisière recommandé. Page 47, paragraphe 3 est réécrit pour une efficacité maximale en rayon d'action, opérée à 1600 titres-mains avec une pression d'admission ne dépassant pas 30 pouces de mercure et un mélange auto-pauvre. Aucune mention du fait que cela contredit directement les anciennes consignes. Aucune référence au civil qui les a démentis. Après la guerre, Robert Patterson écrit à Lindbergh « Monsieur, je vous dois des excuses. Votre intuition sur l'efficacité moteur était juste, et nos protocoles d'essai étaient incomplets. Le V1710 est un meilleur moteur parce que vous avez remis en question nos hypothèses. Merci. Et pourtant, le plus étonnant reste à venir. Lindbergh refuse toute mise en avant. Lorsque des journalistes spécialisés tentent de l'interroger sur son rôle précis pendant la guerre, il décline. Quand le département de la guerre envisage une décoration officielle, il suggère discrètement de récompenser le colonel MacDonald à sa place. Lorsque le général Kenney rédige ses mémoires et souhaite consacrer un chapitre au miracle Lindbergh, l'aviateur demande poliment que son nom soit à peine mentionné. En 1954, le président Eisenhower rétablit sa commission militaire et le promeut général de brigade dans la réserve de l'US Air Force. Lors de la cérémonie, des journalistes l'interrogent sur sa contribution à la guerre. Sa réponse est fidèle à lui-même. « Je n'ai fait qu'appliquer de vieilles leçons à un problème nouveau. Les véritables héros sont les pilotes qui ont fait confiance à cette méthode et ont ramené leurs avions à la maison. » L'un d'eux, le lieutenant-colonel à la retraite James Watkins, lui écrit en 1968 « Monsieur, je ne vous ai jamais rencontré personnellement, mais j'ai volé avec le 470e de juillet 1944 jusqu'à la fin de la guerre. Je veux que vous sachiez qu'à chaque fois que je me posais avec du carburant en réserve après une longue mission, je pensais à vous. Grâce à vous, je suis rentré. Grâce à vous, j'ai rencontré ma femme, eu mes enfants, vécu ma vie. Comment remercier quelqu'un pour cela ? L'aviation moderne applique toujours les principes de Lindbergh. Les procédures actuelles de croisière pour moteurs à piston privilégient des régimes plus bas, une pression d'admission optimisée et des mélanges appauvris, exactement ce qu'il avait démontré en 1944. Les écoles de pilotage enseignent aujourd'hui le Lean of Peak, héritier direct de sa méthode. L'homme qui avait traversé l'Atlantique en solitaire en 1927 a, sans le chercher, appris au monde entier à voler plus efficacement pour le siècle suivant. Charles Lindbergh s'éteint le 26 août 1974 chez lui à Hawaï. Les nécrologies rappellent presque toutes son exploit transatlantique. Peu évoquent le Pacifique. Presque aucune ne mentionne cette technique moteur qui sauva des centaines de vies.
Peut-être était-ce exactement ce qu'ils souhaitaient. Mais la leçon, elle, demeure. Les innovations les plus radicales ne naissent pas toujours de l'obéissance aux certitudes établies. Parfois, elles surgissent d'une question simple, presque impertinente. Et si les experts se trompaient, les pilotes de P-38 qui sont rentrés vivants alors qu'ils n'auraient pas dû le savent mieux que quiconque.